Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, je suis en compagnie de Maude Ankawa. Bonjour Maude. Bonjour André. Maude, tu es autrice, tu organises des stages, tu amènes les gens sur Compostelle. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu interviens en entreprise. Ouais, voilà. Aujourd'hui, j'essaie de recentrer un peu plus sur les conférences, les livres et puis accompagner des groupes. Ouais. Ça a du sens pour moi. J'essaie de retrouver, chaque activité dans ce sens ultime. Ouais. Il y a 2 bouquins qui sont ultra... T'en as écrit 3. Ouais. Il y en a 2 bouquins qui sont très connus. Kilomètre Zéro, Respire. Ouais. Et le troisième qui est sorti aussi là, il y a un an. Plus jamais sans moi. Plus jamais sans moi. Ouais. Je connais mieux les 2 premiers. J'ai pas lu le troisième. T'en as vendu combien d'exemplaires? Là sur les 3, on est à autour de 5 millions d'exemplaires et traduits en 23 langues. Waouh. Ouais. Est-ce que tu te la racontes plus depuis? Il y a quelque chose qui a changé? Non, parce que j'ai eu la chance de réussir dans les affaires avant l'écriture. Ouais. Et je dis la chance parce que peut-être qu'à 20 ans, quand un succès arrive comme ça, on n'est pas forcément préparé. De toute façon, on n'est jamais préparé vraiment à un succès. Mais mon plus grand succès, en réalité, c'est pas les chiffres, c'est pas ce tumulte un peu vertueux. C'est plutôt l'histoire, l'aventure humaine qu'on vit ensemble main dans la main. Tu vois, c'est 5 millions de lecteurs, on se tire la main, on avance ensemble. Moi, je suis experte de ma vie, t'es experte de la tienne. Et tout le monde est expert de sa vie. Ouais. Je partage juste quelque chose que j'ai vécu et qui peut peut-être servir à quelqu'un d'autre. Donc la réalité, c'est que je n'apprends rien à personne, c'est juste, je partage des choses qui m'ont aidé, des clés qui m'ont aidé à me relever quand je suis tombée, à me relever quand j'avais mal. On se rend compte on vit finalement tous les mêmes choses, avec un décor différent, avec des histoires un peu différentes, mais on souffre tous, on a tous des choses difficiles à traverser. Et je crois que c'est ça qui fait que si toi, tu partages des clés de choses qui t'ont aidé à grandir, moi, ça m'aide. Et réciproquement. Parce que tu es expert de ta vie et parce que tu l'as vécu. Ouais. Moi, c'est pareil. Donc, tu vois, c'est pas des sagesses ou quoi que ce soit, c'est pas des choses figées, c'est juste, moi, quand là, vraiment j'avais mal, quand là j'y arrivais pas, voilà le processus que j'ai mis en place qui m'a aidé. Voilà, en mettant ce processus, ce que ça m'a permis de rencontrer des gens, des synchronicités, enfin plein de choses qui font que, en mettant de l'attention dessus, on peut trouver un chemin. J'aime bien ce que tu dis, je démarre mes conférences de la même façon. En disant, je vous partage des choses qui m'ont aidé dans ma vie. Exactement. C'est pas des vérités absolues. Plus j'avance dans la vie, plus je suis en mode comme ça, en fait, parce que tout change tellement, ça bouge, une certitude d'il y a un an. Elle n'est plus la même. Ne plus en être aujourd'hui. Donc j'aime bien cette approche, Maude. C'est vrai qu'on te connaît en tant qu'autrice, puis moi j'aime beaucoup ton histoire, tu la racontais tout à l'heure avant qu'on démarre l'interview. Tu te dis, je vais écrire un bouquin, tu l'écris, et tu vas l'offrir à des amis. Oui, je l'ai réuni à la maison. Alors, ils ne savaient pas du tout que j'avais écrit, parce que j'en avais parlé à personne. J'étais tellement fragile dans ma plume, au point vraiment que j'ai commencé sur Excel. Tu vois, moi, je viens du monde d'Excel, donc j'écrivais mon bouquin sur Excel. Après, je me suis dit, je vais inventer un programme qui va faire que je vais remettre les phrases. Mais tu vois, je ne savais même pas vraiment me servir d'un traitement de texte, tu vois. Donc, ça a été la galère de départ. Donc, je venais quand même de très bas dans l'écriture. Et puis, j'ai eu envie, effectivement, de l'offrir à mes amis. Alors, j'ai pas 100 amis, mais j'ai réuni une centaine de personnes à la maison pour me dire voilà, j'ai un truc à vous offrir, et puis si un mot, une phrase peut faire du bien, voilà pourquoi je m'étais dit ça. Donc ton intention quand tu commences l'écriture, c'est quoi? C'est vraiment, si un mot, une phrase peut faire du bien à une personne, alors j'ai raison d'écrire et de procrastiner, de tomber, de pas y arriver et de tu vois. Okay. C'est vraiment mon intention, c'était si un petit bout de ce que j'ai vécu peut aider quelqu'un et à moins souffrir que ce que je n'ai vécu. Ouais. Alors dans ces cas-là, ça vaut le coup de le partager. Ouais. Et donc je leur offre les 100 copies que j'avais imprimées. Au début, j'allais chez Copytop, tu sais, c'est les trucs à photocopie. Puis je me suis dit, quitte à faire un cadeau, je vais vraiment aller chez un imprimeur. Et puis j'ai imprimé un livre et j'en ai tiré 100 copies. Et puis je leur ai donné. Alors, ils sont tous tombés un peu de leur chaise. Ils disent, bon, t'as écrit un livre? Je dis, oui, vous le lirez pas. Voilà, pour l'instant, on fait la fête. Et puis les premiers m'ont rappelé au bout d'une semaine, 10 jours, 15 jours. Ils me disent, c'est génial. Bon, alors c'est mes amis, ils vont pas me dire que c'est nul non plus, hein, mais
Mais ils m'ont dit non, mais vraiment, on aimerait pouvoir l'offrir. Et je dis j'en ai pas d'autres. Passez vos copies, j'en ai pas d'autres. Et puis là, ils m'ont forcé à en imprimer 500, qui sont devenus 1000. Mon meilleur ami m'a fait un site internet. Les livres se vendaient, mais on n'avait jamais assez de stock. Ils arrivaient chez moi à Paris avec des palettes entières. Et les 1000 sont devenus 5000, 10 000. Et là, les éditeurs ont commencé à dire attendez, il se passe un truc et on veut vous rencontrer, quoi. Et l'histoire a commencé comme ça. Mais j'ai vu une interview où t'expliquais que à 33 reprises, on t'a dit non. Oui. C'est dans quel contexte alors? J'étais à la Fnac, et normalement pour être référencé, quand t'as pas d'éditeur, c'est impossible dans ces grandes enseignes en fait. Et moi je savais pas, j'étais complètement novice, donc j'ai dit j'ai écrit un livre, je voudrais être dans vos rayons, quoi. Mais tu vois, en naïveté la plus totale. Et puis ils m'ont dit ah bah oui, mais le problème c'est qu'on peut pas référencer si vous avez pas d'éditeur. Ben, j'ai dit bah oui, mais bon, comme j'en vends beaucoup sur mon site, je peux pas passer mon temps à faire des cartons, etc. Et il dit ouais, je suis désolée. Alors un premier nom, puis un deuxième nom, puis 33 noms, puis à un moment je me suis dit bah je vais aller voir la direction. Et puis j'ai pris rendez-vous et à chaque fois c'était bah oui mais vous n'avez pas d'éditeur. Alors je leur ai dit bah, je sais que je n'ai pas d'éditeur, mais je vous demande de le lire et puis on en reparle, quoi. Ah, donc tu te dis pas à ce moment-là je vais plutôt aller chercher un éditeur. Mais non, moi ce que je voulais c'était me dire bah voilà le stock, ils vont l'imprimer et puis ils vont le distribuer. J'avais aucune notion des différentes structures tu vois, de la structuration de l'édition, quoi. Pour moi, c'était bah si la Fnac là, bah c'est distribué partout, quoi. Ouais. Et puis jusqu'au moment où bah ils ont référencé quand même le livre parce que en fait un des dirigeants l'a lu, enfin ne l'a pas lu, et il m'a dit bon très bien, je le prends, et puis il l'a fait lire à sa femme. C'est sa femme qui lui a dit alors écoute, faut absolument que tu le références parce que c'est absolument génial. Et il m'a rappelé, il m'a dit bon écoutez, je l'ai pas lu, mais ma femme m'a dit qu'en 2 mots c'était un cas de divorce, quoi. Donc et ça s'est passé comme ça pour l'anecdote. Ok. Donc oui, des noms. Bah dans tout ce qu'on fait, il y a des noms. Dans tout ce qu'on fait, on chute. Dans tout ce qu'on fait, c'est sans cesse. Les gens appellent ça l'échec. Moi, je crois pas en l'échec. L'échec, c'est un mot qu'on connote négativement, mais en réalité, c'est juste un mot. Ouais. L'échec, c'est un mot qui veut dire recommence finalement. C'est ça. T'es en échec dans ton cœur à partir du moment où t'arrêtes le processus de réussite, c'est-à-dire le processus de continuer et recontinuer et continuer encore. Moi, je me suis baladé dans la sphère du développement personnel, dans la sphère de la spiritualité. Moi, je me situe plus dans une sphère qui est la connaissance de soi, le développement altruiste plus que personnel. Mais je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « André, j'ai du mal avec l'effort, de me battre pour quelque chose. » Moi, j'ai entendu dire que quand c'est aligné, tout est simple, tout est... Je suis pas tout à fait d'accord avec cette approche-là. Je me rends compte dans mon quotidien, je dois quand même régulièrement me battre pour ce qui me tient à cœur et y aller, et ça me fait plaisir. Est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un comme ça qui est plus dans le mode je fais des souhaits à la lune et j'attends que ça se passe et on verra bien. Alors ça peut pas fonctionner, mais un peu à l'image de quelqu'un qui voudrait avoir, tu sais, des plaquettes de chocolat, un peu comme toi, des plaquettes de chocolat sur le corps. Tu vois, t'es tout svelte, tout musclé. Tout le monde sait que pour être svelte, musclé, etc., il faut faire peut-être des pompes. Alors je dis ça, moi je les ai pas, mais il faut faire des pompes, il faut avoir une alimentation saine, C'est évident que pour tout le monde, si tu restes dans un canapé à manger des chips et des bonbons toute la journée, tu pourras pas avoir les plaquettes de chocolat. Tu les auras dans le ventre, mais pas sur le ventre, tu vois. Tu vois. La réalité, c'est que ça demande toujours un effort. Moi, quand j'écris, même après ces 3 livres et même après ces 3 succès, c'est toujours un effort. Et c'est beaucoup plus simple pour moi de partir à la plage et de lire des bouquins que de me lever tôt le matin, de m'aligner, c'est-à-dire de faire redescendre toutes ces pensées qui, je vais pas y arriver, tous ces doutes, etc. De les faire redescendre pour aller connecter ce qui est juste pour moi. C'est toujours plus simple de faire autre chose que de faire cet effort. Il y a peut-être une clé du succès sans effort. Moi, je la connais pas. Et de tous ceux que j'ai rencontrés partout dans le monde quand même, personne la connaît. Donc si quelqu'un la connaît, moi je suis preneuse. Mais réellement, pour revenir à ta question, ça demande toujours des efforts, du courage. Mais le vrai sujet qu'il y a derrière, c'est le pourquoi je le fais. C'est ça. Si t'as pas une motivation profonde, si demain on te dit bah oui mais moi je veux les plaquettes de chocolat, mais pourquoi tu veux tu vois un corps hyper, parce que je veux être aimé, je veux plaire. Si ça c'est une motivation profonde, qui est une bonne motivation, il y a un moment ta motivation va être tellement forte que oui ça va être dur, oui il faudra du courage, oui il faudra persister, continuer, etc. Et on sait jamais si on va réussir. Ouais. Mais la réalité c'est qu'on réussit tout le temps si on accepte
de tomber, se relever, de tomber, se relever. Moi, c'était 33 fois la FNAC, mais tu sais, pour apprendre à marcher, il faut tomber en moyenne 2000 fois de tout son poids. Ouais. 2000 fois de tout ton poids, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. 2000 fois, tous les enfants, en moyenne, tombent 2000 fois pour apprendre à marcher. Ouais. Moi, c'est ma barre. Tant que je suis pas tombée 2000 fois, je continue. Au bout de 2000 fois, je me dis, bon, bah, là, je considérais que, pour moi, c'est plus le bon projet, mais tant que je suis pas à 2000 fois, je continue. Et en fait, tu tombes jamais 2000 fois, à part pour apprendre à marcher. Tu tombes 2 fois, tu tombes 10 fois, tu tombes 33 fois. Mais il y a un moment où, finalement, tu réussis. Ouais. Et si à chaque fois que tu tombes, tu ramasses quelque chose, c'est-à-dire tu apprends de ce que tu viens de vivre, eh ben tu continues et tu réussis. Mais ça demande des efforts, ça demande d'accepter de s'écorcher un peu les genoux. Et ça, le problème, c'est que bien souvent, quand on tombe une fois ou deux, on dit « Ouais, mais tu vois, je t'avais dit, mon beau-frère, il a essayé, ou ma tante, ou machin. Personne n'y arrive. Oui, il y en a un, mais bon, tu vois, laisse tomber. Ouais. » Et c'est dans ce « laisse tomber » qu'on laisse tomber. Et si nos parents nous avaient dit, quand on a commencé à marcher, « Oh, laisse tomber, tu n'y arriveras jamais », eh ben on aurait laissé tomber et on marchera à 4 pattes encore aujourd'hui. Carrément. Tu vois, donc c'est ça le sujet. Donc, ouais. Et c'est pas toujours facile, mais si on n'est pas les bons parents à ce moment-là qui vont dire vas-y, essaye, tu vas y arriver, parce que c'est ça qu'ont fait nos parents. Ouais. Au moment où ils étaient devant nous et qu'on tombe de tout notre poids, ils disent oui, c'est bien, essaye encore. Parce que s'ils nous mettent une gifle, t'es d'accord qu'on arrête de marcher, qu'on arrête d'essayer de marcher. Oui, puisque je me rends compte dans l'exemple que tu prends, c'est qu'on est entouré de gens qui marchent. Oui. Donc, complètement. On n'a même pas d'autres options. Ils marchent tous autour de nous. Mais la conscience qu'on l'a pas forcément petit, mais par contre les encouragements d'amour qu'on reçoit, c'est tu vas y arriver. Ouais. Et si quand on se lançait dans quelque chose, t'avais tout ton entourage qui disait tu vas y arriver, vas-y continue, je sais que c'est dur, mais tu vas y arriver, on est avec toi. Eh ben ça nous donnerait cette force. Et c'est ça qu'il faut devenir, notre propre parent qui va dire ok c'est dur, ok je tombe, mais je vais y arriver. Ouais. Parce que ça a du sens pour moi. Là, tu m'expliquais que tu te poses, tu vas écrire, tu as envie d'écrire. On peut dire la thématique ? Non, parce que j'arrive pas à en parler tant que je l'ai pas écrit jusqu'au bout. C'est vraiment pas que je veux pas partager ça. Je partage tellement facilement après. Mais même mes proches ne connaissent même pas les prénoms, même pas parce que s'il y a un doute en face, ça me met le doute. Donc je préfère aller jusqu'au bout, être bien aligné avec ça, et après je le fais lire à ma garde rapprochée, que ce soit la personne avec qui je vis, mon frère aussi, et après je le présente à mon éditeur. Tu vois, même mon éditeur n'a absolument rien sur rien. Ah, c'est intéressant ça, comme fonctionnement. Ton projet, tu le gardes pour toi ? Pour ne pas douter. Enfin, pour ne pas douter, je doute, mais pour ne pas avoir les doutes des autres, qui sont toujours bienveillants, mais pour autant... Voilà, je dirais, bah tiens, le prochain prénom c'est un tel. Ah bon, t'es sûr ? Ah bah alors déjà, ah bah non, je suis plus sûre déjà. Tu vois, il y a un truc qui est très très fragile. Mais ma question rejoint ce qu'on est en train de partager ici, c'est est-ce que tu as peur ? Est-ce que tu te sens illégitime ? Est-ce qu'on se sent toujours illégitime quand on a écrit plusieurs bouquins qui ont tant de succès ? Moi, ce que je me rends compte dans ce que je peux créer au quotidien, même on en parle avec ma chérie, je monte sur scène et je lui dis oh, je sais pas si ça va aller aujourd'hui, j'espère que ça va aller. Elle me dit, mais André, enfin, c'est ton métier, tu fais ça depuis toujours, ça va tout le temps. Et j'ai toujours ce truc en me disant, ouais, mais j'ai un peu peur quand même, il y a toujours un petit truc d'une peur, de doute, est-ce que t'as ça aussi quand tu... Alors quand on écrit, moi déjà je me mets pas de pression parce que j'ai pas de contrat sur un prochain livre. Tu vois, j'écris un livre, je signe même pas de contrat avant d'écrire, ce que font tous les auteurs pour avoir des avances, etc. Moi je dis non, je veux pas d'avance, je veux rien. J'écris et si vraiment c'est aligné, je vous le présenterai, on parlera des contrats après. Donc moi déjà je mets zéro pression sur le fait que je veux pas de contrat et quand il sera fait, là je serai aligné et ça voudrait dire qu'on pourra parler contrat. Après, le fait d'y arriver ou pas, là je te rejoins à 2000%, je sais pas si je vais y arriver. Je vais essayer et je vais essayer encore et je vais tomber et je vais procrastiner et je vais pas y arriver jusqu'au moment où au bout d'1 an, au bout de 2 ans, je vais y arriver. C'est ça. Légitime, je vais dire pourquoi je me sens légitime, parce que je raconte ma vie. Et il y a personne plus que moi qui est légitime de raconter qui je suis. C'est ça. Là-dessus, j'ai zéro doute. Donc, j'ai pas ce syndrome de l'imposteur. Après, les journalistes, souvent, ce que je disais, me disent t'as écrit Kilomètre Zéro, qui a été un gros succès, là tu vas sortir Respire. Bon, 2 succès, ça c'est très rare, vous venez pas de ce monde. Et moi je le dis toujours, à leur question, est-ce que tu as de la pression ?
J'ai zéro pression. Pourquoi ? Parce que je donne le mieux que je peux. Et il y aura toujours des gens pour préférer le premier, des gens pour préférer le deuxième, des gens pour préférer le troisième, des gens pour détester les trois, des gens pour adorer les trois. Et ça ne parle que d'eux. Moi, j'ai donné le max de ce que je savais faire. Alors, évidemment, le fait qu'il y ait une grande majorité de gens qui adorent les livres et qui en font ce succès-là, ça m'aide à continuer. Peut-être que si vraiment, au bout de la 10e lecture, tout le monde avait dit, bon, écoute, c'est gentil, mais on s'est ennuyé, quoi, pour faire court. C'est sûr que ça m'aurait peut-être pas donné la force de partager un deuxième livre. Ouais. Ça, c'est sûr. Parce que c'est tellement difficile pour moi d'écrire que ça me demande, voilà, de cet alignement, ça me demande, et c'est plus facile pour moi de parler, tu vois, je suis plus prolixe à l'oral qu'à l'écrit. Donc, peut-être que j'aurais peut-être vite arrêté l'écriture et j'aurais trouvé un autre moyen de communication. Ouais. Mais ce que j'aime dans l'écriture, c'est que ça permet à chacun de s'associer à ce que vivent les personnages et puis d'avoir une sorte de trace dans laquelle tu peux revenir. Ouais. Et c'est un outil que j'aime beaucoup pour ça. Et donc oui, légitime, oui. Par contre, des doutes, évidemment, je sais absolument pas si j'écrirai même un 4e livre. Je vais commencer, je vais essayer, je vais tomber, retomber, procrastiner, puis retomber encore. Et puis peut-être qu'à un moment, j'aurai le courage d'arriver jusqu'au bout. Et à ce moment-là, si c'est aligné, oui, il y aura un 4e livre. Sinon, il y aura autre chose. Ouais, carrément. On a parlé de pourquoi tout à l'heure. Le tien, c'est quoi ? Pour moi, c'est si un mot, une phrase fait du bien à une personne, j'ai raison de continuer. Si ce 4e livre pouvait faire du bien à une personne sur Terre. Donc c'est l'autre. Ah, c'est l'autre. C'est sûr que c'est l'autre. Ah oui, c'est sûr que c'est l'autre, parce que sinon, il n'y aurait pas de livre. Non, c'est trop difficile pour moi. Ouais. Donc c'est vraiment de partager quelque chose qui peut aider les autres. Je viens du monde de l'entreprise, du monde de la finance. Je sais gagner de l'argent avec l'entreprise et avec la finance. Je peux pas écrire pour gagner de l'argent, parce que c'est tellement aux antipodes. Et puis je gagnerai jamais ce que j'ai gagné avec les entreprises. Donc si tu veux, le sujet pour moi, c'est vraiment une notion de partage. Et à mon âge, à 50 ans, je crois que oui, le sujet c'est d'aider les autres en tout cas, peut-être à moins souffrir, à moins... tu vois, si tu évites des écueils à certaines personnes, c'est un petit peu plus simple. Comme beaucoup d'auteurs m'ont aidé à... J'ai lu beaucoup dans des moments difficiles de ma vie et j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup aidé et c'est ça que j'ai envie de faire passer, quoi. Il y a un livre en particulier qui t'a marqué dans ton trajet ? Ah oui, ma Bible, je vais dire, c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, qui est pour moi une Bible absolue, vraiment, qui est très difficile, c'est très petit mais très concentré. Pas difficile mais très concentré en termes de mots. Une phrase peut faire la journée, quoi, tu vois, mais ça fait la journée. Ouais. Tu vois ? T'as aussi beaucoup d'altruisme. Je t'ai vu en vidéo en Afrique où t'essayes de récolter de l'argent pour des projets sur place, etc. T'as rencontré beaucoup de peuples dans le monde. Est-ce qu'il y a un enseignement dans toutes tes rencontres, dans toutes ces cultures qui t'a profondément marqué sur ton chemin ? Oui, ce qui m'a profondément marqué et ce qui a changé ma vie, c'est qu'il n'y a pas qu'une façon de voir les choses. En Occident, on a une façon de voir les choses, qui est très bien. Mais c'est une façon de voir les choses. Tu vas en Orient, il y a d'autres façons de voir les choses. Par exemple, moi, les émotions font pas partie du monde occidental. Et pourtant, on est pétri par nos émotions tout le temps, tous. Les émotions sont vitales. Mais on nous apprend pas ça. C'est plutôt, mais calme ta colère, calme tes peurs. Il y a pas de quoi avoir peur. Si, moi, je monte sur scène, je suis terrorisée. Tout le temps, encore aujourd'hui. Et pourtant, j'en fais au moins 2 ou 3 par mois de 2 ou 3 000 personnes. Mais je le traque toujours. Je suis une traqueuse et quand tu apprends à lire tes émotions, tu comprends le message. Et quand tu comprends le message, tu peux poser les actions justes. Mais nous, en Occident, on nous dit, non, les émotions, ça sert à rien, tu vois bien, t'as peur pour rien, t'es en colère pour rien, il y a des choses plus graves, etc. Mais quand tu dis ça à un enfant, tous les enfants, on a l'impression d'être... tous les enfants sont un peu anormaux avec ça, c'est... j'ai pas le droit de pleurer, j'ai pas le droit de ceci. En Orient, c'est tout le contraire. Ils vivent le truc à fond. C'est au contraire. On nous apprend à exprimer, notamment dans des peuples. Moi, j'ai connu des peuples au Laos. Ils expriment d'abord l'intelligence par les émotions. Donc, parce que tu vas comprendre tes émotions, tu vas pouvoir les exprimer. Alors, tu vas pas... D'ailleurs, bizarrement, tu hurles pas pendant des heures. T'es en colère, ou t'as peur, ou t'es triste, tu vas pleurer, et hop, immédiatement, tu te laisses le temps pour accueillir les pleurs, ou ton énervement, ou tes peurs. Et puis très vite, ok, tu te poses les bonnes questions.
Et c'est toujours la même question. Pour la colère, c'est qu'est-ce qui en toi n'est pas respecté? Et quand tu te poses cette question, à chaque fois que tu es en colère, c'est qu'il y a un truc en toi qui est injuste ou qui n'est pas respecté. Ok. Quand tu te poses cette question-là, bah, immédiatement, tu as une réponse et tu peux poser les actions justes. C'est ça. Pour la peur, c'est qu'est-ce qui en toi est en danger. Ouais. Alors, c'est sûr, si t'as peur, t'es face à un lion, t'as peur, t'as peur, tu sais pourquoi il y a le danger. Mais par exemple, quand je monte sur scène, au début, moi, je comprenais pas pourquoi j'étais terrorisée comme ça. Il n'y a pas de lion, il n'y a pas de... Et puis, en travaillant sur cette peur, je me suis rendu compte que, bah oui, je me sentais en danger pour mon image, et si j'arrête, si j'ai un trou, et si je suis nulle, si on me critique, Ouais. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y aura toujours des critiques, il y aura toujours des gens qui me croiront plus grande, plus petite, plus grosse, plus maigre, plus ceci, plus cela. Mais ça parle encore une fois d'eux, et si moi je monte sur scène en me disant mais si ça apporte une petite chose à une personne qui est dans la salle, alors j'ai raison de continuer, eh bien immédiatement cette peur va pas s'effacer d'un coup, le trac je l'aurai toujours, tu montes sur scène donc tu dois comprendre ça, le cœur qui bat très vite, la bouche un peu sèche de départ, toutes ces sensations physiques du corps qui vont faire que tu peux apprendre et vivre autrement. Donc qu'est-ce que m'ont appris les voyages? C'est justement de voir qu'il y avait plein de caméras possibles. C'est ça. Et quand on vit quelque chose, il n'y a pas qu'une façon de voir les choses. C'est ça. Quand on dit quelque chose, ton interlocuteur peut ne pas être d'accord avec toi, et c'est pas grave. C'est pas de toi, c'est pas toi qui l'aime moins, c'est juste qu'on voit les choses peut-être d'une autre façon. En coaching, on appelle ça des cartes du monde, mais c'est très juste parce que finalement, c'est finalement des peuples aussi, des cartes du monde différentes qui nous font voir des choses à notre façon. Et ça m'a beaucoup aidé parce que je me rendais compte que quand j'avais des émotions, j'étais pas anormale. Quand j'avais des douleurs physiques, j'étais pas anormale. Mm-hmm. C'est juste le corps qui exprime quelque chose. La maladie, c'est la bonne santé qui exprime quelque chose. Ouais. Qui fait que il faut écouter, et quand t'écoutes, t'es au bon endroit pour changer ce qui a changé. Carrément. Maud t'expliquait qu'à plusieurs reprises dans ta vie, t'es tombée, tu t'es relevée, t'es tombée, tu t'es relevée. Est-ce qu'il y a une chute qui t'a profondément marquée, qui a été plus compliquée que les autres à traverser, à te relever de ça? Il y a plein de chutes qui ont été compliquées parce que le problème, c'est la douleur qui va avec. Alors je parle pas de maladie. Moi, je suis restée quelques fois sur le billard, j'ai même fait un arrêt cardiaque. Donc, tu vois, c'est une chance. Quand tu dis, maintenant, c'est du sursis, tu vois, on te réanime à l'électro, ouais. Tu vois, au choc cardiaque. Forcément, à un moment, tu te dis, moi, je me dis, chaque seconde est importante. Je le disais, je peux malheureusement pas recevoir tous les journalistes, tous les projets, etc. Mais si on est là et qu'on passe une heure ensemble, c'est une heure qui ne se sera jamais rendue, moi non plus. Chaque seconde qu'on passe ensemble, c'est des secondes qu'on doit choisir. Donc, pour revenir sur les chutes, oui, il y en a eu plein parce que c'est toujours, tout nouveau projet, c'est une chute. Toute séparation est une chute. T'es face à toi et à tes douleurs. Donc quand tu te lances dans un projet et que tu dois tomber 1 fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois, c'est difficile. Moi, je me rappelle quand j'ai écrit Kilomètre Zéro, j'étais un peu au fond du gouffre dans le sens où je procrastinais, j'arrivais plus à rien. Et puis un jour, je me retrouve dans un anniversaire et je me retrouve à une table. Tu sais, c'est des tables un peu de mariage, t'es 10, tu connais pas tout le monde. Et puis à côté de moi, je discute avec une femme qui me dit, moi, je suis Plume. C'est la première fois que je rencontrais quelqu'un du milieu, on va dire, tu vois. Plume, c'est quelqu'un qui écrit pour les autres. Je connaissais pas d'éditeur, pas d'auteur. Enfin, je connaissais personne. Et puis j'écrivais un peu dans mon coin. Et puis je procrastinais complètement. J'avais écrit 1 ou 2 chapitres mais vraiment, j'avais à cœur d'écrire ce livre et je me dis, je vais lui livrer mon secret, je vais lui dire que j'écris. Et je lui dis, moi aussi j'essaye d'écrire. Elle me dit, mais c'est bien, c'est un métier qui est pas facile. Je lui dis, non, c'est difficile pour moi. Je lui dis, vous accepteriez de lire quelques lignes? Tu vois, je me mets complètement à nu. Elle me dit oui. Alors je lui fais lire et puis je la sens enthousiaste. Elle me dit, Maud, c'est nul. Et là, je tombe, tu vois, moi qui étais déjà au bas-fond du bas-fond. Elle me dit, vous savez, ça s'improvise pas d'écrire, et puis à votre âge. Et tu vois, ça, c'est une anecdote qui est une chute difficile parce que quand déjà t'es au fin fond du gouffre et qu'on te dit en plus c'est complètement nul, là on écrase complètement ton projet. Ouais. Et elle a lu 10 lignes, quoi, tu vois, 10 lignes qui sont d'ailleurs le début aussi de Kilomètre Zéro que j'ai pas changé parce que après ma garde rapprochée m'avait dit que le livre était génial et que voilà. Mais tu vois, je me suis dit, c'est pas parce qu'on te critique, c'est pas parce qu'on considère que ton projet n'en vaut pas la peine qu'il faut accepter. Et tu vois, je crois que le plan est toujours parfait. Hein, c'est le titre d'ailleurs de mon 2e livre, Respire, le plan est toujours parfait.
Parce que peut-être qu'à ce moment-là où c'était si difficile pour moi, peut-être qu'en rencontrant une femme qui était plume, j'aurais, si elle avait été bienveillante, etc., j'aurais dit peut-être qu'on peut l'écrire ensemble ou peut-être que vous pouvez m'aider. Et ça n'aurait pas été le projet que j'ai écrit. Donc tu vois, le plan est parfait, même si ça a été difficile, mais tout ça pour dire que, ok, peut-être qu'on ne croit pas en toi, peut-être que c'est pas au bon endroit pour les autres, mais si toi c'est aligné avec toi, c'est-à-dire que si ça résonne dans ton cœur, eh ben il faut essayer encore et essayer encore. Et oui, je suis encore tombée, oui j'ai procrastiné, oui c'était parfois difficile, mais au fond de moi, je savais que ça pouvait faire du bien aux autres. Ouais. Et ça, c'était la motivation profonde. Peut-être une dernière question, Maud. Qu'est-ce qui aujourd'hui te rend la plus fière? Mes relations humaines. Ouais. Mais vraiment, ma plus grande réussite au monde, c'est mes relations humaines. Avec ma famille, avec mes amis, avec les gens qui m'entourent. De par le fait qu'on a tous 24 heures et qu'il faut choisir nos secondes, je me prive de certaines relations, de gens qui me parlent de projets. Je reçois à peu près 120 projets par jour, de gens qui voudraient que je sois marraine d'une association. Et je suis obligée de dire non, sinon je pourrais plus être dans mes projets. Donc ça me frustre beaucoup. Mais par contre... ma plus grande fierté, c'est d'avoir ces relations. Sur mon lit de mort, je me le dis souvent, tiens, sur ton lit de mort, de quoi tu te rappelleras? Je me rappellerai pas des chiffres, je me rappellerai pas des succès financiers, je me rappellerai pas de ça. Je me rappellerai d'une chose, c'est les regards, c'est les moments qu'on aura partagés en toute authenticité. Même dans des rencontres nouvelles, on se connaissait pas il y a une heure. Quand tu m'as contacté, ça avait du sens. Alors je me renseigne quand même sur les projets parce que j'ai besoin que les gens se sentent dans cet alignement-là, même si j'ai pas de doute qu'évidemment, il y a aussi un schéma de business, parce qu'on se connaît pas en tant qu'amis, mais derrière il y a la valeur de ce qu'on veut partager. Moi, ça me gêne absolument pas qu'on fasse de l'argent avec des choses qui sont alignées. Quand les gens disent mais bon, c'est quand même un livre de développement personnel, mais vous gagnez quand même beaucoup d'argent. Moi, ça me dérange pas. Je préfère que les gens achètent un livre qui va leur faire du bien qu'une pizza qui va leur faire du mal. Même si les pizzas sont très bonnes, j'en ai contre les pizzas. J'adore les pizzas aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est là où on investit qu'on est au bon endroit. Donc moi, ce qui est vraiment important, c'est de garder ça, ces relations humaines. Parfois, tu vois, en début d'année, je me disais, j'ai moins vu mes amis, j'ai moins pris de temps avec mes amis l'année dernière parce que j'étais en tournée sur Plus Jamais Sans Moi et il y avait beaucoup de travail. Mais je me suis dit, tu vois, c'est pas au bon endroit pour moi. Ça n'empêche pas de continuer à travailler au bon endroit, mais aussi de me dire, si le livre, le 4e sort 1 an après, quelle importance. Parce que ce qui est vrai, c'est que d'être là pour un anniversaire d'un ami, d'être là pour un mariage, d'être là, j'ai pas envie de me retrouver dans un salon et louper ça. C'est ça. Alors que c'est l'essentiel pour moi. Pareil avec dans ma relation sentimentale, mais pareil avec mes parents qui sont là ce week-end, comme tu le sais. Mais tu vois, de pas louper ça. Et si je me dis, je dis oui à tous les projets, et mes parents, je vais pas les voir, et ils vieillissent comme moi. Et comme moi, ça peut s'arrêter d'une seconde à l'autre, comme mon arrêt cardiaque, et j'ai pas envie de me dire, sur mon lit de mort, tu vois, t'as pas accès sur tes priorités. Et mes priorités, c'est tout cet équilibre qui fait que je peux offrir le meilleur de qui je suis aux autres. C'est vrai, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Merci Maud. Merci à toi et merci du temps que tu m'as accordé, du temps que vous m'avez accordé. Et c'est un plaisir de pouvoir partager ça. Mais oui, les amis, allez découvrir les 3 livres de Maud. Respire, Kilomètre Zéro et Plus Jamais Sans Moi. Ouais. Et allez sur son site, c'est maudankawa.fr. Ouais, maud-ankawa.com. T'as une page Instagram, t'es une grande influenceuse qui est tout le temps sur les réseaux sociaux. Alors, pour de vrai, tu te moques. Je suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais quand même, je lis tous les messages. Effectivement, il y a une page qui est très animée par mes éditeurs et vraiment tous les renseignements sont sur les réseaux, et j'interviens aussi quelquefois sur les réseaux, mais je suis pas hyper forte en technique, donc oui, il y a vraiment toute une équipe qui s'occupe de ça, et par contre je lis tous les messages le matin. Je me lève très tôt pour lire les messages des lecteurs, et il y en a à peu près 200 à 300 maintenant par jour. Donc vraiment c'est le plaisir. Je peux pas répondre à tout le monde, mais c'est un plaisir de partager ça. Merci Maud. Merci à toi. Les amis, mettez peut-être dans les commentaires ce avec quoi vous repartez de cet échange avec Maud. Moi, je repars avec t'as dit tellement de choses que finalement, ce qui te rend le plus fier, c'est les relations. Et que c'est vrai pour moi, j'ai aussi cette notion le lien, la connexion, c'est sacré. Et que ça passe avant tout
Merci du rappel. Merci à Merci toi. du rappel, Maud. Mettez-vous avec quoi vous repartez un petit like, partagez la vidéo, taguez le nom de quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce qu'on a échangé ici. Et puis, belle vie à vous. Hein. Merci, Maud. Je À souhaite le bientôt. meilleur. Merci à toi.